place Meydan, une partie des opposants ne se contente pas de l'accord obtenu hier. Ils réclament la démission du président. Eric Van Duyst. Les lumières de l'espoir. Hier soir, des milliers de citoyens sur la place Maïdan. Téléphone portable à bout de bras, bien décidés à rester encore. Première soirée calme en 3 mois, moment de recueillement. La foule s'incline devant ses morts. Quel avenir pour l'accord signé avec le président? Abandonner la place ou rester? Exiger plus encore? La foule hésite. Position difficile pour les leaders de l'opposition. Ils ont serré la main de l'ennemi absolu. C'est à moi. Je veux dire une chose. Je vous demande de me pardonner si j'ai offensé quelqu'un. Donne-moi. Donne. Je fais honnêtement tout ce que je peux pour que l'Ukraine gagne. Donne. Je fais honnêtement tout pour que le sang ne soit pas versé. Petit matin calme, la police en est allée. Désormais, la bataille se joue ailleurs et le vent de victoire se transforme en tempête. Le président du Parlement remplacé par un membre de l'opposition. Démission en cascade, plus de 20 députés s'en vont. Le président lui-même n'est plus à Kiev. Des rumeurs de fuite, mais il serait en fait en réunion dans une ville de l'Est. Sa démission demeure l'objectif de la rue. Les gens veulent son départ, sinon il n'y a pas d'issue pour nous. Les gens sont fatigués physiquement et mentalement. Tout le monde veut rentrer à la maison, mais nous resterons ici le temps qu'il faut. L'opposition demande des élections pour le 25 mai ou plus tard. Malgré tout, la communauté internationale invite toujours à la prudence, d'autant que la situation économique du pays est dramatique. Donne. Le Venezuela est lui aussi secoué depuis 15 jours par une vague de contestations menée par les étudiants contre l'insécurité et la vie chère, une mobilisation violemment réprimée par le pouvoir. On dénombre au moins 9 morts et près de 140 blessés. Une centaine de personnes ont été arrêtées. Un recours à la force que déplorent les États-Unis, jugeant la situation inacceptable. Matteo Renzi, le nouvel homme fort d'Italie, a prêté serment aujourd'hui, entouré de sa nouvelle équipe gouvernementale, composée pour moitié de femmes. Emmanuel Dupont nous dresse le portrait du plus jeune Premier ministre de l'Union européenne. On l'appelle le Berlusconi de gauche, le Tony Blair italien. À 39 ans, Matteo Renzi, le chef du Parti démocrate, est devenu le nouveau président du Conseil italien. Il ne lui a fallu que 6 jours pour former un gouvernement. 16 ministres, dont 8 femmes. Le jeune loup de la politique ne cache pas sa fierté. Pour la première fois en Italie, nous avons un gouvernement qui contient autant d'hommes que de femmes. Matteo Renzi est un homme pressé. Maire de Florence depuis 2009, il incarne le renouvellement. Ambitieux et charismatique, il a le goût pour les slogans. Au sein de son parti, on le surnomme le démolisseur. Renzi veut envoyer la nouvelle classe dirigeante à la casse. 52% des Italiens lui font confiance pour mener à bien les réformes dans un pays qui émerge à peine de 2 ans de récession. J'espère que ça ira et qu'il réalisera ce que les autres n'ont pas fait. Il faut changer la situation économique et notre relation avec l'Europe. La liste des nouveaux ministres semble bien. Ils sont jeunes. On verra. Matteo Renzi a promis que son gouvernement allait redonner l'espoir aux Italiens. Le nouveau chef du Conseil est mandaté pour 4 ans. Il devra prouver qu'il n'est pas juste une étoile filante dans le paysage politique. Et ce matin à Rome, le pape François est arrivé en milieu de matinée à la basilique Saint-Pierre pour créer 19 nouveaux cardinaux. Il leur a demandé d'être des hommes de paix, armés de compassion. Dans l'assistance, on reconnaissait Benoît XVI. Le pontife émérite, 86 ans, est apparu en bonne forme pour l'une de ses rares présences à une grande cérémonie publique. Chez nous, c'est ce lundi que l'on connaîtra la date du début du procès devant les assises de Liège des 4 agresseurs d'Ishan Jarfi, un assassinat à caractère homophobe, et le groupe Sud Presse nous apprend que 2 des prévenus ont déjà été impliqués dans une affaire qui présente des similitudes. Benjamin Braun, Marc Evrard. 7 mois avant l'assassinat présumé d'Ishan Jarfi, Jérémy Winkett et Jonathan Lequeux se seraient livrés à une première expédition. Même scénario. La victime, un sexagénaire, est embarqué en voiture. Les jeunes se proposent de le ramener à son domicile. Dès qu'il a refermé la porte,
il s'est rendu compte que c'était pas des gentils garçons qui allaient leur accompagner, mais des gens qui lui voulaient du mal et qui allaient lui voler ses affaires et le violenter. Comme pour Issam Jarfi, Suguer de Pré sera passé à tabac. Comme pour le jeune homosexuel, il sera abandonné sur un terrain vague couvert d'échymoses. Par contre... Ah ben ça c'est un gros plan, hein. J'ai l'impression que ce sont des gens qui s'attaquent à plus faible qu'eux et dont c'est une sorte de sport en définitive. C'est ça l'impression que ça donne.